tiens, si je m'enregistre en train de lire toutes ces pages que j'ai à retenir, je pourrais les écouter partout, quand je fais mon sport, quand je vais faire mes courses, etc. Et donc je m'enregistre, ça prend du temps, mais à la fin, j'ai plein d'audios et je peux les écouter et les écouter partout. J'écoute ces audios, ça me permet de retenir la matière plus vite, en plus grande quantité. Je réussis mes examens grâce à ça. Je rentre en Belgique, donc là on est en 2016, je rentre en Belgique et 2 ans. Grosse fierté que j'ai depuis très longtemps, c'est que j'avais pas de contact. Moi, mes parents sont pas entrepreneurs, j'ai pas d'argent. J'ai dû faire du cold emailing, rajouter les gens sur LinkedIn, voir Investor dans les critères, rajouter, envoyer ma petite histoire, les rencontrer. Et donc, on a eu 7-8 investisseurs dans le capital qui ont mis des tickets. Bienvenue pour un nouvel épisode de Meet the Transformers, le nouveau podcast de Transforma à travers lequel on vous parle d'histoires entrepreneuriales inspirantes des membres de la communauté de Transforma. Transforma est un coworking basé à Bruxelles à Zaventem. Moi, je suis Federica. Aujourd'hui, je suis avec Anis. Bonjour Federica. Et nous sommes les animateurs de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Antoine Caria, qui est le fondateur de Easy Syllabus. Bonjour. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à liker. Vous pouvez même laisser un message vocal. Donc, salut Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, on t'a un peu introduit, mais je pense que le plus sympa, c'est de connaître vraiment qui es-tu, d'où naît le projet Easy Syllabus, de quel background, voilà, quelle est ta formation et tout. Ok. Donc je le redis, bonjour à tous, merci de m'avoir invité, c'est très gentil de votre part. Qui je suis ? Alors, je m'appelle Antoine Caria, j'ai 27 ans, je suis le fondateur d'Easylabus. J'ai créé Easylabus il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai créé la société il y a 2 ans et demi. En vrai, le projet existe depuis 3 ans et demi. Pourquoi ? Parce que je l'ai créé quand j'étais encore aux études. Donc voilà, ça c'est moi. Ma formation, donc j'ai fait l'EFEC, donc une école de commerce à Bruxelles en commerce extérieur, une section qui n'existe plus, qui s'appelle maintenant International Business, pendant 3 ans. Puis j'ai fait un master à l'ICHEC, donc aussi une école de commerce à Bruxelles, en sciences commerciales. Et puis j'ai arrêté là et j'ai lancé Easylabus directement. J'ai été d'ailleurs diplômé le 15 janvier 2020 et j'ai lancé l'entreprise officiellement le 21 janvier 2020. Donc 5 jours plus tard, j'avais déjà lancé l'entreprise. Ça a été un moment un peu spécial d'ailleurs de me dire est-ce qu'avec ce diplôme, je tente un peu de travailler dans une boîte à un moment donné ou est-ce que je me lance tout de suite et il y a quelques éléments déclencheurs qui ont fait que ça s'est passé. Je ne sais pas si je le dis maintenant ou si j'attends quelques questions. Ouais. Moi, je me demande, est-ce que ton envie d'être entrepreneur, j'imagine, est née pendant les études, mais grâce aux études ou par d'autres voies, par d'autres types d'inspiration ? Alors, pour être totalement objectif, je ne pense pas que ce soit les études qui m'aient donné envie de devenir entrepreneur. Certains disent le dégoût des études, peut-être, qui donne envie d'être entrepreneur. J'ai un regard un peu mauvais sur les études, malgré que je sois resté dans l'éducation de manière large. Quand je dis les études, c'est les études supérieures et les études que moi j'ai suivies. Je trouve que, je l'ai déjà dit dans une autre interview, ici même d'ailleurs, que j'avais un regard un peu spécial sur les études parce que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est de manière très large créer des entreprises et donc faire tourner l'économie. Et je trouve ça très important et je trouve que c'est très peu mis en avant à l'école. On apprend dans nos formations des choses qui sont... qui peuvent avoir un lien très, très fin avec l'économie, comme, je sais pas, le droit, la comptabilité, ou je veux dire très fin dans le sens où c'est pas parce qu'on fait des études économiques qu'on va faire comptable, qu'on va faire du droit plus tard. Pourtant, on a des formations là-dessus. Par contre, on n'a pas de cours ou de formation sur l'entrepreneuriat en tant que tel. L'entrepreneuriat, en général, dans les études supérieures commerciales, c'est une section, une section qu'on peut choisir, une option, une formation en plus. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas des cours de création d'entreprise qui pourrait être donné à n'importe quel étudiant. Et quand je dis création d'entreprise, ça peut être très très basique, mais tout ce qui est business model Canva, essayer de trouver les problèmes, essayer d'y répondre, même l'aspect légal de la création d'une entreprise,
Je comprends pas pourquoi on n'a pas tout ça. Donc c'est pas du tout l'école qui m'a donné envie, c'est plutôt mes lectures, mes rencontres, en dehors de l'école qui m'ont donné envie de faire quelque chose d'autre. Surtout que le chemin tracé, par les études commerciales en Belgique, je trouve qu'il est triste un petit peu. C'est les boîtes de consultance, c'est les banques, c'est les assurances. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai dit pareil la dernière fois dans l'interview ici, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment c'est devenu cool. Après, je reviens un peu sur ce que je dis, il y a des gens qui s'épanouissent de manière intense dans ce genre de job. C'était pas mon cas, mais je ne comprends pas à quel moment c'est devenu très très cool d'aller bosser là-bas. C'est les Euh, voitures, c'est les mini. oui, Ah, c'est les exactement. mini. Et j'ai l'impression qu'ils dépensent des centaines de milliers d'euros en recrutement et en marketing pour faire en sorte que l'image soit bonne. Du constat que j'ai eu, j'ai jamais été là-bas, donc je peux pas me positionner à 100%, mais des personnes que je connais qui ont été, le premier mois ça va, et puis les 3 mois d'après, c'est très 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 compliqué pour eux. Donc je ne sais pas. Voilà. En tout cas, c'était pas la voie que je voulais suivre, et c'est pour ça que j'ai créé très rapidement, très très rapidement l'entreprise. Euh, Tu nous voilà. mènes déjà très très vite sur un sujet très intéressant. Moi personnellement, je le trouve, c'est un de mes dadas, c'est la culture et la culture entrepreneuriale. Et je suis complètement d'accord avec toi, à 100%. Est-ce que tu sais que la Belgique est classée la dernière en Europe en termes de volonté entrepreneuriale? Donc les jeunes ou les moins jeunes qui veulent créer leur propre voie, leur propre entreprise. C'était un rapport que j'avais lu il y a quelques années et la Belgique était toute dernière. Donc il n'y a pas de culture entrepreneuriale, c'est pas seulement l'école qui n'apprend pas, on va dire, à comment créer son entreprise, son projet, ainsi de suite, mais la culture en général. Donc je vais ajouter à ce que tu as dit un peu. Il y a d'abord le, le- le- le manque de prise de risque. Donc en tant que, on va dire, culture partagée, les Belges en général comment dire, ne prennent pas de risques. Mhm. Ils aiment bien la sécurité, d'une part. D'autre part, la taxation est très élevée. Mhm. Et donc, très vite, en fait, on se rend compte qu'il faut gagner sa vie. Et le chemin le plus rapide pour gagner sa vie, c'est de travailler quoi, Mhm. pour quelqu'un d'autre. On voit que les villes, parce que les villes, je parle plus de villes que de pays, parce qu'il y a des variables comme le loyer, le coût de vie, ainsi de suite. Les villes les plus entrepreneuriales sont celles où on peut en fait se permettre de vivre sans trop gagner d'argent. Par exemple, Berlin, pendant un moment, c'était bouillant en termes Mhm. Mhm. de créativité, de création de projets entrepreneuriales, artistiques, ainsi de suite, parce que c'était très facile d'aller vivre, les loyers, le coût de la bière, le coût de la nourriture, ainsi de suite. Donc il y a plein de gens qui sont partis à Berlin, de partout dans le monde, et il y a une émulsion qui s'est faite, la mayonnaise a pris, ainsi de suite. Et après, très vite, l'immobilier donc voilà, suit, ça devient plus cher, et ainsi de suite, et donc ce boom diminue. Voilà, ça c'est un petit 2-3 points qui Ah, s'ajoutent mais c'est à ton intéressant. constat. Et je partage donc à 100% ton avis sur ça. Et bravo d'avoir échappé à la matrice. Voilà, donc en effet, tu étais aux études, tu as, je pense, pondu l'idée pendant Mhm. quelques temps, fait des tests, à mon avis. Tu étais déjà encore étudiant, donc on parlera mieux du projet pour Mhm. que les auditeurs comprennent aussi pourquoi tu peux tester le projet donc, en étant à l'école, vu que c'est Mhm. un projet qui s'adresse surtout aux étudiants. Hein. Est-ce que tu as eu aussi, je sais que tu as participé au Start Lab, par Oui. exemple. Est-ce que ça a été un facteur déclenchant pour le début de ton projet? Allez, le vrai lancement de ton projet ou qu'est-ce que Oui. tu peux nous raconter? Alors, pour le Start Lab, effectivement, je pense que dans une phase test, au tout début d'un projet, oui, d'un projet, on va dire, c'est pas encore du tout une entreprise à cette époque-là, c'est vraiment, ça permet de mettre les bases, de mettre un cadre, parce que moi, je me suis dit, voilà, un jour, je me souviens plus de la date, mais je me suis dit, voilà, maintenant, je suis au Start Lab, j'ai cette idée de projet, ok, cette date-là, je commence, et je suis arrivé, j'ai eu un peu le syndrome de la page blanche, où je me suis dit, bon, bah, par quoi je commence, en fait, je sais pas du tout. Et donc le Start Lab a permis de justement mettre des bases de voilà,
une entreprise, c'est d'abord un projet, c'est d'abord répondre à un besoin. Donc un besoin, c'est des questions. Et donc on lance la machine comme ça grâce à eux. On a des formations, on a un coach, on a des locaux. Ça paraît simple, mais des locaux, ça met aussi dans un bon mood pour travailler, etc. Donc ça, c'est pour le côté Start Lab. Mais effectivement, j'étais étudiant donc, en 2019 à cette époque-là. Et je me suis dit... Je vais revenir peut-être encore plus tôt, parce que l'idée, bon, je le dis à chaque fois qu'on me le demande, mais c'est même devenu un running gag dans la famille et avec mes proches, mais c'était quand j'étais en Erasmus en 2016 à Bologne, en Italie. J'avais des centaines de pages à étudier en un laps de temps super court. En plus, en Italie, ils ont un système de midterm, donc des examens, deux sessions par semestre. Donc il faut vraiment assimiler la matière le plus rapidement possible. En Erasmus, c'est pas la première chose à laquelle je pense, c'est pas les études directement, c'est potentiellement profiter de la ville et des potes. Donc assimiler de la matière très vite. Donc je me dis, tiens, si je m'enregistre en train de lire toutes ces pages que j'ai à retenir, je pourrais les écouter partout, quand je fais mon sport, quand je vais faire mes courses, etc. Et donc je m'enregistre, ça prend du temps, mais à la fin, j'ai plein d'audios et je peux les écouter partout. J'écoute ces audios, ça me permet de retenir la matière plus vite, en plus grande quantité. Je réussis mes examens grâce à ça. Je rentre en Belgique, donc là on est en 2016, je rentre en Belgique et 2 ans plus tard, comme vous le dites, enfin, comme tu l'as dit, avec le Start Lab, cette envie d'entreprendre, parce qu'elle était quand même là depuis très longtemps, je me dis que je vais lancer et donc je teste. Je prends une bac 3 à l'ULB en psycho et une bac 1 en droit et je prends des résumés de cours. Et en demandant à la personne qui les a écrits, évidemment, si elle est d'accord que j'en fasse des audios. Et donc, je les récite. Donc, je prends un micro, une carte son, et je commence à réciter. À l'époque, je n'avais pas du tout d'application, j'avais rien. Donc, je les récite et je les divise en plusieurs capsules. Et donc, j'ai un cours, par exemple, le cours de droit public en bac 1 à l'ULB. Eh bien, il est dispo sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, en 7 à 8 podcasts de 15 à 25 minutes. Et je le poste et ça prend directement. Je fais la communication sur les groupes Facebook et je vois que ça prend, que ça aide les gens à réussir, à assimiler la matière. Et donc, je fais de plus en plus de tests. Le seul problème à ce moment-là, c'est qu'en fait, je suis restreint. Bon, c'est comme tout service ou travail indépendant, on est restreint par le nombre d'heures qu'on a dans une journée. Et en plus, l'enregistrement, bon, là, on est en train d'enregistrer un podcast, on ne se rend pas compte à quel point c'est un travail monstre. L'enregistrement, le montage, c'est-à-dire que le montage, c'est peut-être 1h30 d'enregistrement, et puis, enfin, l'enregistrement, c'est 1h30, et puis le montage, c'est peut-être 3 heures de plus pour faire quelque chose de propre. Donc, c'est un travail monstre, et donc, je suis malheureusement restreint au nombre d'heures que j'ai dans la journée. Et donc, pour faire très simple, je fais x10 dans tous les chiffres très rapidement. Donc, à cette époque-là, je suis content, même si j'ai quelques centaines de personnes qui m'écoutent et quelques milliers d'écoutes. Mais je suis content. Et en fait, l'élément déclencheur, comme je l'ai dit, c'est que je suis diplômé. Je me dis, est-ce que je travaille ou est-ce que je me lance ? J'aurais regretté, je pense, de travailler, évidemment, mais je vais à un salon qui s'appelle le Salon Digital First à Tour et Taxi, qui est un salon qui regroupe plein de boîtes, des scale-up, des startups et des entreprises. Et il y a une personne qui passe à mon stand qui s'appelle Thierry Huard-Recaud, qui a maintenant créé Startupville, le média startup, qui à l'époque travaille pour un fonds wallon qui s'appelle Digital Attraction et qui passe par mon stand et qui me dit tiens, les podcasts, ça me tente, c'est en plein essor, etc. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses ? Si vous connaissez Thierry, vous savez qu'il est très cash et qu'il parle très très vite. Il parle très vite. Trop vite parfois. Ouais. Et il me dit, tiens, postule sur le site. Et en fait, chez eux, à cette époque-là, je pense que ça a changé maintenant, mais on postule sur un site pour avoir un call, on défend son projet, on passe devant un comité, et après, ils peuvent donner un peu de fonds. Je fais très très vite, mais en fait, je reçois 25 000 € assez rapidement en prêt convertible. Et je me dis, en fait, c'est peut-être l'élément déclencheur qui fait que je devrais me lancer. Parce que moi, j'étais restreint par mon temps, donc il fallait que j'engage des gens pour faire ce travail-là, et plus de gens. Et donc, je reçois 25 000 €. Et je crée la société dans la foulée, j'engage des gens, je produis plus de podcasts. Et de nouveau, on refait x10 dans tous nos chiffres. Et je vais m'arrêter là parce que... Mais non, continue, c'est très très je bien. continue. Ouais, Okay. super intéressant. Et donc, à ce moment-là, j'ai 25 000 €, on fait x10 dans tous nos chiffres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on passe de quelques centaines d'auditeurs à plusieurs milliers. Je fais beaucoup plus de facultés, beaucoup plus d'écoles. On passe à plusieurs dizaines de milliers d'écoutes par mois. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Je rappelle d'ailleurs au passage que je suis tout seul à cette époque-là. Julien n'est pas dans le projet, il arrive bien plus tard. Et donc Digital Attraction est satisfait de ces chiffres-là. Donc j'avais reçu en janvier, à ce moment-là on est en
en juillet. Et donc, les 2 sessions sont finies. Et il permettait, je ne sais plus du tout si c'est encore le cas, mais il permettait à cette époque-là de donner un deuxième ticket de 75 000 € de plus, toujours en prêt convertible, si les chiffres étaient relevants et si ça avait bien progressé. Donc moi, je repasse devant un comité encore un peu plus important. J'essaie de défendre le projet, de montrer que les À chiffres... ce moment-là, c'est pas ton service n'est pas monétisable. Non, c'est un freemium, c'est ça. gratuit. C'est même pas un freemium à cette époque-là. Il n'y a même pas d'abonnement. C'est vraiment aller écouter. Et c'était l'objectif à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, même si maintenant on essaie de monétiser un minimum. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire grandir la communauté, grandir les écoutes, essayer d'avoir un portfolio hyper large et d'avoir un truc énorme pour pouvoir à un moment donné monétiser. Et donc là, mais effectivement, à l'époque, on n'a même pas d'application, on passe tout par les plateformes, et donc pour se rémunérer avec les plateformes, c'est compliqué, enfin bref. Et donc je reçois 75 000 € de plus, et je me dis que là, il est temps de créer une application. Pourquoi ? Pour plein de raisons, hein. Pour des raisons justement de monétisation, c'est-à-dire que passer par d'autres plateformes, mettre en place un abonnement, c'est compliqué. On ne peut pas choisir ses annonceurs, ses publicitaires. On n'a pas d'ad server. On aimerait bien, parce qu'on a des écoutes un peu sur SoundCloud, un peu sur Spotify, on aimerait bien tout rassembler au même endroit. Et donc à ce moment-là, je reçois les 75 000 € et on crée l'application. Je dis ça comme si c'était hyper simple, alors que ça a mis des mois évidemment. On doit trouver la bonne agence. Parce qu'à l'époque, recruter un développeur en interne, c'est très très cher. Faire développer autre part, j'avais un peu du mal parce que c'est très à la mode de développer dans des pays un peu éloignés d'ici. Mais j'avais un problème de contrôle avec ça. On tombe sur une agence avec un ancien pote de l'ICHEC qui a complètement arrêté l'ICHEC, qui a fait informatique, qui a monté son agence. À l'époque, ça me fait rire parce qu'ils étaient 5, maintenant ils sont plus d'une trentaine. Enfin, ça a vraiment explosé. Mais à cette époque-là, il est d'accord de travailler avec nous. Et donc on crée l'application et voilà. Enfin, ça c'est pour. Là, je vais vraiment m'arrêter parce que sinon on va déborder sur d'autres sujets. Mais on crée l'application, on rapatrie tout le monde sur l'application. Ça met du temps parce que faire Spotify, SoundCloud, c'est dans la tête de tout le monde. Tout le monde sait l'utiliser. Ils ont déjà l'application, etc. Donc enlever tout de Spotify, remettre tout sur notre application et leur dire vous devez retélécharger une application et tout écouter là-dessus, ça a mis du temps. Mais maintenant, on est déjà beaucoup plus qu'avant et on a réussi ce pari-là, quoi. Vous avez combien d'utilisateurs Alors on a 25 000 inscrits sur notre application. On espère vraiment avoir beaucoup plus d'ici quelques mois parce qu'on se lance. C'est pas une exclue parce qu'on l'a déjà annoncé, je pense, mais on se lance en France à partir dans quelques semaines. En France, je vais dire plutôt Paris. C'était un challenge, on y reviendra peut-être, mais c'était un challenge de se dire... Enfin, pas vraiment un challenge, mais pour nous, ça faisait 2 ans et demi qu'on était en Belgique. Et ça, le Belge, tu parlais un peu de la mentalité belge. Et le Belge est très humble et on dirait qu'il a peur on a peur que ça fonctionne plus trop. Et donc, on se dit, on va pas aller en France. Alors que, pour donner une idée, le marché Paris, c'est la Belgique francophone, quoi. Et donc c'est énorme. Et quand on a vu plein d'interviews d'entrepreneurs qui disaient si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait, quoi. Aller à l'étranger, parce qu'en fait en Belgique on croit que c'est un marché, mais c'est un tout petit marché. C'est un bon marché test. C'est ça, exactement. Belgique. Parce que franchement, tu parles de ton projet et les idées font pom 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 pom. Le potentiel est énorme. J'ai pensé directement à Audible, par exemple, Audiobook. Il y a aussi des services maintenant qui résument les livres qu'on peut écouter en 10 minutes, et ainsi de suite. Mais imagine, donc le potentiel comparable à Audible, pourquoi ? Parce que tu disais Paris, c'est comme la Belgique francophone. Donc il faut réfléchir, penser au nombre d'universités. Il n'y a pas de programme national. Chaque faculté, université a son propre curriculum. Et donc la quantité de contenu qui peut se trouver sur votre plateforme est juste incroyable. Donc plus tu augmentes le nombre de facultés, d'universités, le nombre de villes, le nombre de pays, ainsi de suite, et ça peut devenir vraiment comparable à un Audible. Donc, oui, c'est énorme. L'autre chose à laquelle j'ai réfléchi, je pensais en t'écoutant, c'est que votre audience n'est pas seulement les étudiants qui sont dans cette université-là. Ça peut être n'importe qui veut apprendre quelque chose. Donc, le cours de droit public, par exemple,
Eh ben, je ne suis pas inscrit à cette université, mais ça m'intéresse comme sujet. Et pourquoi pas? Alors, je prends un abonnement. Maintenant, je ne sais pas quel est votre business model actuel, mais si tu le compares avec un Audible, par exemple, si je paye 10 euros par mois et j'ai accès à tous les cours, par exemple, euh, sur Mhm. votre plateforme, bah, ça m'intéresse. Exactement. C'est un penchant de l'application qu'on a voulu lancer et mettre vachement en avant, c'est-à-dire le savoir sans frontières de manière générale, Mhm. c'est-à-dire c'est pas parce que t'es pas étudiant dans cette université ou il y a même on étend même les connaissances à l'explication du PIB en 5 minutes. Pour qu'est-ce que c'est l'inflation? Mhm. Et ça sert à tout le monde, ça sert pas nécessairement juste à un étudiant qui doit passer son examen d'économie, etc. C'est une idée qui a eu du mal à rentrer dans la tête des gens et qu'on essaye de mettre encore en avant, mais effectivement c'est très intéressant. Qui c'est les gens? Ton audience ou bien les investisseurs? Parce que, Vraiment l'audience, ouais. c'est-à-dire que c'est pas le même persona déjà en général. Ça, tu vois, tu parles de toi, ça pourrait être toi, ça pourrait être n'importe qui, et donc il faut cibler une communication un peu différente parce que l'étudiant est très. Si j'ai pas mon examen dessus, Mhm. je vais pas avoir envie de l'apprendre quoi. Ça c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc il faut trouver des gens qui ont la soif d'apprendre des choses. Et ça c'est encore un marché différent. C'est pour ça qu'on se focus vraiment sur les étudiants pour l'instant et qu'on verra après pour la suite. Mais en termes de business model, comme je dis, on est toujours en train d'essayer de faire augmenter la communauté, les écoutes, etc. Effectivement, il y a un abonnement premium qui donne accès au podcast sans publicité, mais on doit vraiment étoffer cette offre parce que pour l'instant, on a des abonnements, mais on donne vraiment, enfin, pas l'exclusivité, mais n'importe quelle personne peut venir Mhm. écouter et c'est gratuit, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant, c'est la facilité Et d'utilisation. le premier est à combien? Il est à 4,99, 3,99 pardon, Par mois. par mois, avec un peu moins cher par an. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant pour les étudiants qui en ont marre des publicités. Bon, on est obligé d'en mettre parce qu'on doit quand même gagner notre vie. Et donc voilà, c'est le business model. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Oui, et une dernière chose, et ça va être game changer pour nous, c'est qu'on a lancé ce qu'on appelle le studio sur l'application. Le studio qui permet en fait à n'importe quel jeune, étudiant ou personne de venir sur l'application et d'expliquer un concept qu'il a compris, que ce soit en cours ou non d'ailleurs. Hein, si tu veux expliquer, on a sorti une vidéo d'ailleurs récemment là-dessus qui explique, si tu veux expliquer la vie de Napoléon, l'expérience de Pavlov ou l'arrêté numéro 227 du droit civil, ben, tu l'expliques avec tes mots, tu prends ton téléphone, tu t'enregistres, tu l'uploads sur l'application et tu seras payé en fonction du nombre d'écoutes que tu fais, un peu comme sur YouTube, quoi. Donc là, c'est nous qui payons les gens pour poster. Ça a un peu du mal à prendre au niveau de la création parce qu'il y a des barrières. Hein. On s'adresse quand même à un public un peu jeune qui a du mal à se mettre en avant, qui a parfois un peu moins confiance en lui. Il se sent pas légitime, il a peur de sa voix, il aime pas sa voix, il s'entend. Et c'est vrai que c'est un peu spécial. J'en ai même fait une vidéo Ouais, j'ai regardé cette vidéo, elle est très bien. parce Parce que que je m'identifie par rapport à ça. c'est ça. On s'entend après, on se dit oh là là, c'est vraiment ça que les gens entendent. Et en fait, on s'en fout parce que les gens ne remarquent même pas que c'est ta voix. Mais n'empêche il faut contrer cette barrière parce que les gens, s'ils trouvent que leur voix ne passe pas, bah, ils s'enregistrent pas. Mais donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui va changer la face d'Easylabus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite du tout et ça peut être une plateforme autosuffisante, évidemment avec une modération, une curation des contenus. Mais à un moment donné, si c'est la plateforme aux créateurs, ils créent, ils font la publicité eux-mêmes en disant ben voilà, j'ai fait un audio qui explique l'arrêté numéro 227, allez l'écouter si ça vous intéresse. On n'a quasiment plus besoin de faire de communication, ce qui est dans les faits différent. C'est pas vraiment vrai, mais et ça tourne tout seul quoi. Ça c'est vraiment notre objectif, c'est de devenir. J'aime pas du tout Une cette plateforme. formulation, une plateforme, c'est Ouais, ça, ah oui. et le YouTube de l'éducation ou le Ouais. TikTok de l'éducation, quoi, par l'audio. C'est Est-ce que excellent. vous avez aussi des partenariats, collaborations, en tout cas des échanges avec les institutions universitaires où, par exemple, vous pouvez devenir la plateforme de référence pour la diffusion de contenu auprès des étudiants de telle université? Parce Oui. que les professeurs peuvent être aussi contributeurs dans ce cas-là. Ça, il n'y a aucun souci. Alors, on a quelques soucis avec les écoles. Enfin, nous, on n'a pas de soucis avec les écoles. C'est potentiellement les écoles qui ont des soucis avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà en Belgique, je ne sais pas si c'est comme ça dans le monde ou en Europe, mais en Belgique, avoir un partenariat avec une école, ça prend un temps fou. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a une sorte de ligne éditoriale, et c'est-à-dire qu'on aimerait bien à partir du moment où on a un partenariat avec une école, on doit tout faire valider par l'école, par le professeur, et donc c'est un process hyper long. Si nous, on veut créer un cours ou créer des concepts, expliquer des concepts, ça peut prendre une semaine et c'est posté sur l'application. Si ça doit être validé par le professeur ou l'institution, ah oui, mais le mot que tu as dit à 12 minutes 37, ça ne va pas, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas bon, ok, ça passe pas, échange de mails, ça prend un temps fou. Donc ça, c'est la deuxième raison.
Et après, comme tu l'as dit, Anis, nous, on est totalement ouverts à ce que les professeurs viennent sur l'application parce que c'est quand même les plus à même à expliquer des concepts potentiellement avec des mots qui pourraient vulgariser, qui ne feraient pas en cours. Malheureusement, pour l'instant, on a quelques réticences. Non, parce qu'ils pensent qu'on met en avant le fait de ne pas aller en cours, de ne pas aller à l'école, etc. Alors que pas du tout. Nous, ce qu'on met en avant, c'est une aide à la réussite. Comme on pourrait prendre des cours particuliers, ben là, c'est des audios qui t'aident. Comme ça peut être n'importe quelle application d'aide. Voilà, quelqu'un ne comprend pas un concept, il va sur YouTube, il voit si quelqu'un l'a expliqué. Oui, bah cool, je regarde la vidéo et je passe mon examen après. Ben là, c'est pareil, quoi. Et donc, on n'a aucune réticence à travailler avec les écoles, avec les professeurs. Maintenant, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc voilà. C'est sur le temps. Hein. Ça se fait sur le temps. Ce genre de projet, il faut se dire Rome ne s'est pas construit en un jour. Voilà, tu as comparé avec YouTube ou sur Rumble par exemple maintenant ou Odyssey. Il faut réfléchir à ces plateformes quand ils ont été construits, créés, très souvent avec du bric-à-brac et il n'y avait pas de fonds et ainsi de suite. Et comme c'est du crowdsourcing, tu peux avoir du tout et du n'importe quoi parfois, mais tu peux avoir aussi du contenu super intéressant. YouTube maintenant c'est incontournable pour, comme tu dis, moi je regarde tout sur YouTube, comment jardiner, comment éduquer ton chien, ça va au cours d'histoire justement, et ainsi de suite. Les podcasts aussi c'est génial mais un peu plus pointu. C'est ça. Par exemple, dernièrement, je sais pas moi, je suis tombé sur un podcast historique où tu as toute l'histoire de Rome antique épisode par épisode. Exactement. Il y a énormément de contenu qui est disponible. On en parlait avec Michel, ce sera le premier épisode qu'on poste sur le podcast, sur justement le potentiel du marché audio, le marché du podcast. C'est juste incroyable. Parce que tu peux faire tout ça sans être 100% concentré sur ce que tu fais. Exactement. Tu l'as mentionné tout à l'heure, en faisant du sport et ainsi de suite. Moi, j'adore, par exemple, écouter des audiobooks ou des podcasts en faisant du sport. C'est ça. Si je vais à la salle, je cours ou n'importe quoi, c'est pas un lieu social pour moi. Donc, je préfère donc rester concentré sur moi, sur mes exercices et apprendre. Donc, c'est du temps, tu peux faire du bien fois 2, fois 3, quoi. Exactement. Et comme tu disais, en plus sur YouTube, bon, je pense pas qu'on va aller jusque-là, mais on peut regarder un tuto pour apprendre la plomberie comme l'astrophysique ou un cours de maths. Voilà. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je pense pas qu'on ira jusque-là. Mais... Pourquoi pas ? Oui, peut-être. Il faut laisser la balle. Exactement. Let the ball roll. Exactement. Tu voulais dire quoi, Federica ? Non, je disais que je voyais en effet que percer, entre guillemets, dans le monde des universités est sûrement plus complexe parce que le système éducatif est resté peut-être à certaines formes d'apprentissage qui n'ont pas évolué avec les technologies, Exactement. avec ce que voilà, les années 2000 nous ont amené. C'est un syllabus, c'est du papier, c'est la lecture. Mais à un certain moment, je vais un peu élargir on va dire la vision sur le projet. Quand tu sors du monde francophone, tu vas plus vers le monde anglophone, et ainsi de suite, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et ainsi de suite, et tous les autres pays. Tu atteins des cultures différentes qui ont un rapport différent à l'apprentissage et au travail. Maintenant, tu vois par exemple Udemy comme plateforme d'apprentissage en e-learning, tu as des personnes inspirantes, entrepreneuriales comme Elon Musk qui dit par exemple, moi ça m'intéresse pas ton diplôme, d'où tu l'as eu, ça m'intéresse pas. Il y a un grand mouvement aux États-Unis maintenant par exemple pour ne plus faire l'université, les colleges, parce que ça coûte super cher, les gens se retrouvent avec parfois des centaines de milliers d'euros de dettes avant même de commencer à travailler. Et puis, petit à petit, la technologie, justement, et l'entrepreneuriat leur amènent une solution en disant tu peux apprendre des choses sans forcément avoir un diplôme, et puis tu vas te battre sur le marché du travail. Voilà, tu vas aller prouver un employeur potentiel, ou bien tu deviens entrepreneur toi-même. Et ce qui est important, c'est ce que tu as dans la tête et dans le cœur, plutôt que ce que tu as sur un diplôme qui... moi, je partage à 100% le constat que tu as fait au début du podcast. Pour moi, le diplôme, c'était juste un papier. C'est comme un passeport, un papier. Et je voulais absolument l'avoir, même si... c'était pas l'expérience la plus intéressante que j'ai eue, on va dire, quand j'étais jeune. J'ai fait d'autres choses qui ont vraiment construit ma personnalité et mon apprentissage. C'est pas l'école. Je suis désolé, mais c'est pas l'école.
Mais je voulais avoir le diplôme, du coup je l'ai eu, j'ai fait du marketing, je l'ai eu à la fin. C'était juste comme un passeport pour le mettre et dire voilà. C'est comme un tag que tu mets sous ton nom en disant certified. Mhm. C'est exactement ça. C'est fou, hein. Mais après ça, je l'ai mis dans un coin et je l'ai presque plus utilisé. Et je ne sais pas si c'est particulièrement en Belgique. Moi, parfois, j'attends longtemps dans une discussion avec une nouvelle personne pour dire que, enfin, je veux dire, si on parle d'études, que j'ai un diplôme, et le regard change directement quand tu dis que tu en as un, tu vois. Alors que c'est triste, c'est pas nécessaire. Après, enfin, la meilleure preuve, quand même, comme je te disais, que c'est pas que j'ai pas appris beaucoup de choses, c'est que j'ai pas appris beaucoup de choses qui m'ont servi directement. C'est qu'il y a peut-être 5-10% de ce que j'ai appris où j'ai pu mettre voilà, des données les cours très pratiques. La comptabilité, effectivement, ça te permet de comprendre tout ce qui est TVA, etc. Donc, effectivement, c'est intéressant. Quelques notions de droit, etc. Mais sinon, tout le reste, ça ne m'a servi à rien parce que pour moi, je pense qu'il y a quand même un problème intrinsèque dans la formation, parce que c'est pas juste le choix des cours. J'ai eu des cours de marketing en sciences commerciales qui ont 15 ans de retard. Et 15 ans de retard en marketing, c'est incroyable. On fait des analyses Pestel, des matrices, alors qu'on n'a pas de cours de SEO, on n'a pas de cours je sais pas, de paid ads, qui pourraient être super intéressants en marketing, de tout ce qui est persona, etc. On n'a rien de tout ça. On a des trucs qui datent. Mon père apprenait les analyses Pestel. Je trouve ça triste, vraiment triste. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'e-commerce en 2000. Vous allez connaître mon âge. En 2001 ou 2, je sais plus. Ok. Et donc, je voulais faire mon mémoire sur l'e-commerce à l'époque. Mhm. Et on m'a dit, va à la bibliothèque pour chercher. Quoi? Je veux dire, j'ai créé littéralement mes propres références. J'étais sur Internet à l'époque. Ça fait 21 ans quand même déjà. Pour parler de cookies, pour parler de... Voilà. Et j'ai présenté cela. Mon professeur de marketing à l'époque, c'était juste du charabia pour lui, tout ça. Alors que on n'a rien de temps, ça a boomé. Parce que, voilà, comme tu dis, surtout le marketing et la communication, si tu n'es pas à jour, là maintenant, entre l'année dernière et cette année, ça a complètement changé. C'est ça. Par exemple, nous, on doit faire de la formation continue, limite à comment utiliser Facebook et comment faire de la communication sur Facebook, parce qu'ils changent tout le temps leur plateforme. C'est ça. Avant, c'était Facebook. Maintenant, il faut suivre sur TikTok. Ils ont changé leurs vidéos. Maintenant, c'est les Reels, et puis les Stories, et puis je sais pas quoi. Va enseigner cela dans une école. Ouais, et ça, et moi je reçois pas mal de CV pour des stagiaires potentiels, et tu remarques que ce que tu regardes à terme, c'est tout ce qu'ils ont fait en dehors des études en fait. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait comme formation. Ah, j'ai eu une formation Google SEO, j'ai une formation, tiens, j'ai su monter une communauté sur Instagram en parlant de tel sujet. Et ça, c'est des choses, tu te dis, ok, pratiquement, si tu le mets demain dans ton entreprise, il va savoir agir. Alors que, après, je veux pas accabler non plus tout le monde et les études. Je suis sûr qu'il y a plein de bons profs et il y a plein de bons cours et des gens qui se mettent à la page. Mais moi, de mon ressenti et de mon expérience personnelle, c'est pas à la page, quoi. Et c'est triste parce qu'on parle d'une formation certifiante qui est censée être une référence et qui permet, grâce à ça, de travailler directement en entreprise, mais dans lesquelles je ne sais pas, peut-être. Mais tu parlais du tag, justement, les gens changent de regard lorsque tu leur dis que tu as un diplôme. En Italie, c'est encore pire. Quand tu Oui, C'est nous, vrai on est tous des docteurs. Dottore. Ah ouais, On est tous docteur. des docteurs. Quand tu as Tous ta les maîtrise. diplômés universitaires Dottore, c'est fou. deviennent docteurs. Ouais. Alors qu'en vrai, les docteurs, Ouais. voilà, il y en a Ouais, un, quoi. Le médecin. Au début, quand j'étais confronté à ça, Dottore, tu es médecin? C'est quoi ça? Non, j'ai juste un non, c'est diplôme. Oui, J'ai fait 4 ans d'université, je suis devenu Exactement. docteur. J'ai dit, wow! Et je me souviens, ouais. on y c'est tient valorisant. beaucoup C'est ça. au titre. Et la cérémonie est énorme. Moi, j'étais à Bologne et Ah ils ont oui. des fleurs autour de la tête. Si, c'est des branches de laurier C'est ça. avec des rubans rouges. Moi, j'avais pas de toge, mais oui, Ouais. c'est tout un C'est gros chouette. Toi, événement, c'est quoi, quoi. t'as étudié où? Moi, j'ai étudié en Italie à Macerata. Là, j'ai étudié traduction. Et ici, à Ah oui, après, tu as fait, je me l'université rappelle. de Louvain-la-Neuve. Ouais. Ok. Mais je trouve ça triste par contre, le fait que le regard change. Et quand c'est quelqu'un en face de toi qui n'a pas fait d'études, il se sent directement inférieur alors qu'il n'y a pas de raison, vraiment pas. Alors,
ça impose une certaine rigueur, c'est ce que tout le monde dit et ça je suis plutôt d'accord, une certaine rigueur scientifique entre guillemets, et plutôt moi qui suis quelqu'un qui justement reporte tout à la dernière minute, mais ça m'a permis de travailler comme un fou, des boosts pendant un mois et de réussir mes sessions à ce moment-là, et donc ça m'a permis de vraiment travailler et accumuler de la matière, ok, ça peut-être. Maintenant ceux qui ne font pas d'études, ils ne doivent pas rien faire de l'autre côté, et je pense qu'il faut vraiment se former parce que c'est intéressant, le monde change tout le temps, tout bouge tout le temps, il faut vraiment se former, et parfois juste, même pas se former, mais se tenir à l'actualité, aux choses qui se passent. Ça, pour moi, c'est fondamental, quoi. C'est clair, c'est une formation continue, la vie, hein. Moi, je me rappelle une fois, j'avais vraiment soif d'apprentissage et j'ai découvert un programme de l'ICHEC. Donc, c'est des conférences, des cours, le week-end. Ouais. Et je me suis inscrit. Il y avait surtout des personnes, on va dire, plus âgées, on va dire des retraités, ainsi de suite, qui viennent et qui apprennent sur des sujets. Je me rappelle à l'époque, il y avait une conférence super intéressante sur la différence, parce que la culture est un sujet qui me touche vraiment, donc l'attitude envers des gens, comment se construit une culture nationale, une culture dans une ville ou dans une institution, et ainsi de suite. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et le sujet, c'était la différence de comportement entre voilà, je reprends. Comment la religion, le background religieux, même si on n'est pas religieux, donc dans un pays, influence le comportement économique de ce pays. C'est vrai. Et donc, si tu prends par exemple une comparaison entre le monde catholique et le monde protestant, on prend par exemple la Belgique et la Flandre et la Hollande, et tu vois le comportement dans une entreprise ou le comportement entrepreneurial, eh ben, c'est le jour et la nuit. Et ça, même si c'est pas, on va dire, c'est pas au quotidien que tu vois cela, donc l'impact de la religion. Donc limite, tu ne penses plus à ça. C'est quelque chose qui est dépassé, entre guillemets, dans la formation du comportement des gens. Eh ben, c'est quelque chose qui reste même des siècles après, quoi. Donc les Hollandais vont être beaucoup plus directs. Ils vont pas avoir honte de faire de l'argent, d'être entrepreneur. Moi, j'ai travaillé avec, j'ai même créé une entreprise avec collaborateurs hollandais. Et j'ai créé aussi des entreprises avec des Belges, et ainsi de suite. Bon, et après, la culture est un oignon, quelque part. Donc, il y a plusieurs couches, il y a le caractère, cadre de référence personnel, et ainsi de suite. Mais tu vois aussi cette détermination justement à créer de la valeur, à créer de l'argent, à gagner de l'argent, ainsi de suite. Alors que dans la culture plutôt catholique, l'argent n'est pas mis en valeur. Donc, quelque part, voilà, on ne cherche pas à créer de la valeur forcément. Si on est riche, on le cache quelque part, et ainsi de suite. Donc ça, c'est... Et donc ça, c'est deux pays voisins, mais tu peux pousser encore plus loin la comparaison, justement, avec le monde anglican, on va dire, ou entre, par exemple, les États-Unis et l'Europe, et ainsi de suite. Tu vois. Entre la Chine, par exemple, la Chine, c'est un des pays où il y a le plus, dans le rapport dont je t'ai parlé au début, sur la volonté entrepreneuriale, c'est la Chine est le pays où il y a le plus, par exemple, de volonté entrepreneuriale, où les gens veulent créer leur propre métier, entre guillemets. Et je pense qu'il y a quand même potentiellement aussi quelque chose de générationnel. Je crois que ça va changer dans les 10, 20 ans à venir. J'espère qu'il n'y aura pas non plus un nivellement vers le bas, parce qu'il y a potentiellement un dégoût énorme des études de manière générale, et que les gens vont dire ouais, les études ça sert à rien, on n'en fait pas, et après ils vont pas justement se former à côté, donc ils vont prendre le pire des deux. Mais je sais que à l'époque de mes parents, avoir un diplôme, ça t'assurait à 100% d'avoir un travail avec lequel tu vas potentiellement gagner mieux ta vie, parce qu'avoir un diplôme à l'époque, je pense que c'était plus rare que maintenant. Maintenant on peut avoir un diplôme assez facilement, entre guillemets, et l'accès aux études supérieures est beaucoup plus simple. Mais maintenant, ça a changé, quoi. Le monde a changé. Et je pense qu'aussi, l'impact... bon, moi, j'ai pas fait des études pour mes parents, quoique ça a joué probablement aussi. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font des études parce que leurs parents leur a dit si tu fais pas d'études, tu n'auras pas de métier. Et c'est triste, quoi. C'est triste. Et alors, pour revenir aussi sur le rapport à l'argent, ça, je trouve qu'il y a quand même un gros souci. Je sais pas si c'est en Europe ou je pense pas que ce soit en Europe. C'est vraiment Belgique, France, en tout cas. Il y a un problème avec le rapport à l'argent, je trouve. Pour donner un exemple, là, pour Isilabus, j'ai contacté un influenceur qui a, je pense, 2-3 millions d'abonnés sur TikTok. Et je lui ai dit, tiens, je savais que ça allait être trop cher pour faire un partenariat, mais je me suis dit, tiens, combien ça vaut un placement de produit chez lui ? Et je lui envoie un mail, je reçois une réponse de son agent, et c'est des chiffres astronomiques.
C'est-à-dire que pour je vais pas dire son nom, mais pour une publication sur TikTok et sur un reel Instagram, on est aux alentours de 25 000 euros. Quoi? Ouais. Bon, il paraît que au niveau du marché, il abuse aussi. Mais je me suis dit, après, première réaction, c'était comme vous, j'étais en mode, bah, c'est incroyable, incroyable de pouvoir demander ça. Et puis je me dis, s'il demande ces tarifs, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce tarif. Offre, demande, hop, il demande ce tarif. Et c'est le prix. Et donc je me dis, effectivement, il y a peut-être une réflexion morale autour de ça, de se dire, bah, c'est quelqu'un qui fait un TikTok de 1 minute et il prend 25 000 euros. Ok, d'éthique, on peut avoir un débat. D'un autre côté, il y a des gens qui payent pour ce prix-là. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas ce prix-là? Pourquoi est-ce qu'ils mettraient 10 000 s'il est prêt à recevoir 25 000? Et ça, en Belgique et en France, j'ai l'impression que c'est difficile à concevoir de se dire que quelqu'un peut gagner de l'argent en faisant très peu. Sauf que c'est l'offre et la demande. C'est comme ça. Le foot, les footballeurs gagnent des millions, voire des dizaines, des centaines de millions d'euros. De nouveau, il y a peut-être une question morale autour de tout ça. N'empêche que qui va refuser cette somme-là si on lui donne? Il y a des droits publicitaires. Il y a un rapport avec l'argent qui est un peu compliqué, je pense, en Belgique, en France. Voilà. Dès qu'on donne son salaire, dès qu'on donne combien on gagne, c'est un problème, quoi. Et parfois même à l'opposé, c'est-à-dire que nous, on a fait, ça, on en reparlera peut-être, on a fait une levée de fonds. On a levé 415 000 euros. Et ça change le regard des gens directement aussi. Alors qu'on parle... Le jour avant la levée de fonds, on était une boîte. Le jour après la levée de fonds, on était une boîte qui avait levé 415 000 euros, comme si ça changeait tout, alors qu'il y a juste de l'argent en plus sur un compte. La boîte, elle n'a pas changé, quoi. Ça, c'est parce que j'ai une opinion par rapport à ça. Hein. Si tu veux l'écouter, l'entendre. Bien sûr. C'est parce que quand tu vois les communications autour de l'entrepreneuriat, ils sont toujours autour des levées de fonds. Donc, par exemple, il y a la Libreco, presque exclusivement, donc sa couverture du monde entrepreneurial start-up en Belgique tourne autour de la levée de fonds. C'est comme si c'était vraiment le tag Le cachet, certified, ouais. tu vas le C'est cacher. Avant ça, tu n'existes pas, et après, voilà, on va te suivre. Cette fois, tu as fait une levée de tel, et après une levée de tel, une levée de tel. C'est ce qui prouve que tu as progressé. Mais Après, c'est si faux, parce que... En plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur LinkedIn, c'est en train de basculer vers un modèle qui est pour moi beaucoup plus sain dans les publications. C'est-à-dire qu'on a eu pendant, je crois que ça fait 4-5 ans que, comme tu dis, les levées de fonds s'est mis en avant, les licornes, parce qu'évidemment une levée est associée à une valorisation, et donc une licorne c'est une boîte qui est valorisée à 1 milliard minimum, et donc machin a levé 100 millions, 122 millions, est licorne. Sauf que la valorisation c'est tellement... subjectif. Enfin, oui, ok, tu as levé autant, tu as donné autant de parts et donc ta valo, c'est ça. Maintenant, je pense que la bulle est en train d'exploser de ces valorisations et de ces levées de fonds où des gens disent non, mais on va arrêter d'appeler ça des licornes, on va parler plus de gens qui font du cash, de ARR, donc d'annual recurrent revenue. Parce que là, c'est beaucoup plus objectif. C'est des gens qui font du cash sur l'année. Et donc, ils disent, voilà, nous, on fait 10 millions de cash sur l'année. Et nous, on s'appelle, je sais pas, on est un tracteur. On fait 100 millions, on est ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir quelqu'un qui a un business qui tourne vraiment, qui solutionne des problèmes à ses clients et qui apporte une vraie valeur que quelqu'un qui lève 200 millions, comme le mec de... c'était WeWork, je crois, qui a levé, qui relève, qui refait plein de choses, qui fait des faillites. Et alors après, tu te trouves dans une bulle où tu as des boîtes qui valent des milliards et qui ont quasiment rien, quoi. C'est en fait un Ponzi scheme, C'est ça. ce modèle-là, justement. Et pendant un bon moment, il y avait énormément d'argent sur le marché pour justement mettre dans des startups et dans scale-up. Et en fait, c'est j'ai lu un livre par rapport à ça qui est très intéressant. Donc, les premiers VC donc, qui mettent de l'argent dans une startup, leur but n'est pas que justement la startup crée du recurrent revenue, donc voilà, de chiffre d'affaires qui revient tous les mois, tous les ans, mais c'est d'augmenter la valorisation. Comme ça, l'argent qu'ils ont mis dans la boîte vaut plus, entre guillemets, parce que voilà, leurs actions valent plus. Et généralement, les gens qui gèrent ces VC ne sont pas des entrepreneurs eux-mêmes, et ils ont des objectifs très, très restreints et très clairs. C'est augmenter la valorisation. Et donc, ils vont faire en sorte qu'il y ait encore plus de levées de fonds. Et donc, celui qui rentre le dernier, quelque part, finance les premiers qui sont rentrés, et ainsi de suite. Et c'est ça la définition d'un Ponzi scheme. C'est que le marketing pyramidal, ceux qui rentrent les derniers financent ceux qui sont avant jusqu'à ce que ça s'écroule. Et le cas de WeWork est très très bon, justement, parce que ça a prouvé que c'était... hyper valorisé pour ce que
c'était en réalité. Et puis, boum, ça s'est effondré. Et s'il n'y avait pas la banque, c'est SoftBank, je Ouais, pense, je crois. Ouais. donc la banque japonaise derrière, pour tenir la structure, ça s'aurait effondré depuis longtemps. Mais je sais pas si tu as vu d'ailleurs, c'est fou parce que ce fondateur, il relance quelque chose et il Mhm. vient de relever des centaines de millions d'euros parce que les gens pensent que c'est la carte Joker. Ce mec-là, il peut tout foirer comme il peut tout réussir dans la location d'appartements. Je sais pas Mhm. comment on peut encore faire confiance à cette personne, mais bref. Il relance quelque chose. Mais comme tu dis, effectivement, parce que les premiers entrants vont probablement revendre leur part à la série d'après. Et donc, on a Seed, série A, les VC qui ont investi au début, ils vendent leur part à une valeur plus élevée, ils gagnent quelque chose là-dessus, et ils réinvestissent dans une autre boîte. Donc, effectivement, il y a un problème avec les valorisations pour l'instant. Enfin, à l'époque, je Même si crois c'est que c'est en train de calmé finir. maintenant. Hein. Oui, c'est un peu Ça s'est calmé, calmé. justement. Ça s'est calmé. Probablement avec tout ce qui est Covid, crise, etc. Les gens n'avaient plus d'argent. Mais il paraît que ça repart un petit peu, qu'il y a de nouveau de l'argent pour investir. Mais donc voilà, sujet très intéressant, les levées de fonds. Votre levée, justement, si on peut en parler, Ouais. qui sont rentrés. Alors, il y a eu un fonds, il y a Sambre Invest. Donc Sambre Invest qui a repris le fameux prêt de Digital Attraction, qui est dans le capital maintenant. Il y a Finance Invest Brussels, de fonds très connu à Bruxelles, qui a mis un ticket en dette convertible. Et sinon, c'est tout des business angels. Des business angels que j'ai mis un temps fou. Tu les as trouvés personnellement ou c'est avec le justement. réseau des business angels? Justement, c'est peut-être une des plus grosses fiertés que j'ai depuis très longtemps, c'est que j'avais pas de contact. Moi, mes parents sont pas entrepreneurs, j'ai pas d'argent. J'ai dû faire du cold emailing, rajouter les gens sur LinkedIn, voir Investor dans les critères, envoyer ma petite histoire, les rencontrer. Et donc, on a eu 7-8 investisseurs maintenant dans le capital qui ont mis des tickets alors qu'ils ne connaissaient pas vraiment le projet, grâce au fait que je partage mon aventure sur LinkedIn un petit peu. Mais j'ai vraiment dû aller les convaincre de mettre un ticket. Et au début, j'avais rien, quoi. J'avais vraiment rien créé, si ce n'est l'audience qu'on avait. Enfin, rien, je veux dire, on n'avait jamais vraiment levé et personne ne me connaissait sur le marché, etc. Et donc, j'ai dû aller effectivement avoir des commitments à gauche, à droite de monsieur, de machin. Et donc, ça a mis énormément de temps. J'avais sous-estimé ça. Quand on a clôturé notre levée en décembre 2021, j'étais vraiment lessivé, et Julien aussi. Julien qui a rejoint, en fait il travaillait déjà avec nous, c'est bien de le mentionner quand même, mon associé, mais il travaillait déjà avec nous, avec moi, 1 an avant la levée, on va dire, mais c'était vraiment, je te donne un coup de main par-ci, je te fais ton site web, j'adore le projet, donc je reste, je travaille. Et au fur et à mesure du temps, il travaillait 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis 4 jours par semaine. Puis j'ai dit, bon, ben mec, et à chaque fois moi je lui disais, mais tu veux que je te paye, tu veux quelque chose? Ils disent, non, on verra plus tard et tout. Donc déjà, dans la mentalité, j'ai apprécié parce que ça voulait dire qu'il était vraiment intéressé par le projet. Il est entrepreneur lui aussi. Il est avait aussi commencé un entrepreneur. projet déjà Justement, avant. exactement. Il avait son projet à côté, mais donc ça c'était aussi une variable dans l'équation de se dire, il a son projet de bière là à côté. Est-ce qu'il continue? Comment ça se passe, etc. Au final, il l'a mis un petit peu entre parenthèses, même s'il le gère de temps en temps, et il est à fond sur Ilabus, mais on a profité de cette levée parce que sinon ça allait être une démarche légale en plus pour l'intégrer au capital. Et donc on s'est arrangé, ça a été très vite avec lui, franchement ça s'est très bien fait. Je me suis chargé d'avoir tous les commitments des investisseurs, donc de dire commitment, je mets autant à cette valeur-là, ok. Et lui il a géré tout ce qui est de la partie légale après, le processus, le pacte d'actionnaires qui est pour moi... C'est énorme comme travail, on ne se rend pas compte, mais chaque clause est importante, surtout au début. Et donc, en fait, la levée de fonds, on m'avait prévenu, hein, mais la levée de fonds, quand tu pars avec rien du tout, comme contact ou quoi, c'est 6 mois, quoi. C'est 6 mois de travail où tu dois continuer à faire tourner l'entreprise, et d'un autre côté, tu dois avoir des réunions, dire, OK, combien tu donnes. En plus, c'est des montants, moi, je viens d'un milieu... Très, très cool, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, mais je veux dire, c'est des montants, quelqu'un te dit, ok, vas-y pour 25, quoi. Mais 25 000 euros, moi je me dis, mais ok. Alors que c'est rien, 25 000 euros. Oui, alors 25 000, c'est tu rien tu du les tout. brûles en rien de temps. Et c'est ça. Et l'autre, machin, un autre dit, ok, moi 50. Je dis, ok, d'accord.
enfin, pour moi, c'est des montants incroyables, alors qu'en fait, à l'échelle d'une entreprise, comme tu dis, c'est rien du tout. Et si tu veux boucler ta levée, tu dois changer ton mindset et vraiment te dire, non, 25, 50, c'est le minimum. Il faut ça par personne, quoi. Et bref, un temps fou. Là, ça date un peu, donc j'ai plus tout très frais dans la tête, mais beaucoup de travail, beaucoup de coûts pas pris en compte, genre avocat. C'est 10 000 euros pour une levée de fonds, enfin plein de choses, des coûts, du temps, de l'énervement, des variables typiquement belges, genre j'investis pour le tax shelter, et donc ça doit être fait avant la fin de l'année. Il y en a aucun qui a fait ça chez nous, mais je veux dire des investisseurs qui étaient très intéressés par ça. J'ai essayé effectivement, comme tu disais, peut-être les différentes structures qui existent en Belgique, style B-Angels et d'autres. Ça n'a pas fonctionné. Pour deux raisons, voilà, ouais, je préfère pas en parler, mais donc voilà, ça n'a pas fonctionné, et je pense que c'est une bonne chose que ça n'ait pas fonctionné. Et maintenant, j'ai des investisseurs avec qui, des vrais entrepreneurs, pour la plupart, qui ont créé des boîtes. On a un board qui nous aide, et donc voilà, la levée de fonds très intéressant, une chouette expérience. Est-ce que vous avez des concurrents qui font plus ou moins la même chose? Alors, qui font Partout dans le monde, hein. Ouais, qui font plus ou moins la même chose, pas vraiment. C'est-à-dire que dans l'audio directement, c'est très rare. Bah, pour nous, le concurrent ultime, ce serait un YouTube, tu vois. Mais à YouTube, ils sont beaucoup plus loin que nous. Enfin, c'est même pas comparable en fait, c'est une machine. Mais je veux dire, dans l'éducation, un peu vulgarisée, etc., c'est un peu notre concurrent. Sinon, on a beaucoup de plateformes qui, effectivement, et ça en Belgique et en Europe, partagent des synthèses, des résumés, des notes de cours. Ça, il y en a beaucoup, des plateformes qui se partagent ça. Sauf que nous, on est dans l'audio, on est l'étape d'après où on explique vraiment avec de l'audio. Il y a effectivement des apps de résumés de livres, etc. En France, il y en a qui existent. Bah, tout ce qui est Udemy, Coursera, etc., ils font aussi de la formation un peu parfois en vidéo, parfois en audio. On a un concurrent, entre guillemets, en Belgique, même si j'ai des très bons rapports avec lui, qui justement s'appelle Wirenotes, qui a créé, comme je vous le disais, une plateforme de partage de notes de cours résumées à la base et qui maintenant lance ce qu'on appelle... Écrit, hein, des notes écrites. Ouais, et là justement, il lance un concept de masterclass qui sont des cours vidéo faits par les étudiants. Ça, c'est peut-être notre concurrent le plus proche, même si je ne le mets pas vraiment dans la case concurrent, mais c'est ce qui se rapproche le plus de nous en Belgique. Sinon, ouais, tout ce qui touche à l'éducation de manière générale, et si ça touche l'audio, c'est une concurrence entre guillemets. Mais nous, comme on est un outil en plus, je trouve que au plus j'en vois, au plus je suis content en fait. Ça aide quoi. Et la Flandre, ça tu n'as pas Mais en fait, mis le focus dessus? Ouais, on s'est posé la question parce que voilà, en Belgique francophone, il y a 250 000 étudiants, donc Wallonie-Bruxelles, et Flandre, il y en a 300 000 de plus, donc rien que la Flandre, c'est déjà un chouette marché. Mais à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est quand même une langue différente, il va falloir changer l'application, il va falloir changer la communication, il va falloir tout adapter, tout faire en double. On a demandé aux développeurs, ils nous ont dit qu'effectivement, une langue, nous, on pensait que c'était pas tant de changements que ça, mais en fait, c'est quand même assez contraignant, donc assez cher. Et donc, on s'est dit, bon, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à l'étranger et à Paris, qui a la même langue? Et je te dis, Paris, c'est la Belgique francophone, donc c'est un marché énorme. Il faut être intelligent et pas le faire tête baissée sans s'instruire. Mais Paris, c'est vraiment intéressant. Et donc, on s'est dit, OK, on va aller en France directement pour tenter la France. Parce que la Flandre, c'est pas seulement l'audience, mais c'est aussi l'écosystème entrepreneurial. C'est vrai. Et en Flandre, c'est très, très, très bien développé. Ouais. Donc, une organisation comme IMAC, par exemple, non seulement t'ouvrirait les portes de la Flandre, mais aussi après, portes du monde. Ouais, et ça, ouais. c'est... Si par rapport à la langue, bon, après, tu as les voisins du Nord aussi, qui pourraient être aussi impactés. Mhm. Donc voilà. Mais c'est, comme tu dis, c'est un virage aussi. Ouais. Mais ça viendra avec le temps, je pense, parce que petit à petit, votre vision va s'élargir. Maintenant, tu regardes Paris, après, ce sera le monde francophone en C'est général, ça. et puis ça va être un pays après l'autre. Et chaque pays que tu ouvres, entre guillemets, Mhm. est une opportunité pour lever plus de fonds. C'est clair. Et puis, comme tu disais, en vrai, on s'est renseigné sur la Flandre. Et c'est vrai qu'ils sont quand même un peu plus avancés, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, mais même en termes d'éducation. Ils utilisent plus de technologie directement dans les amphis, enfin dans les auditoires. Donc c'était intéressant, effectivement. Et on a vraiment hésité entre les deux. Et puis on s'est dit, on va aller en France. Mais effectivement, la Flandre, ça reste très intéressant de ce côté-là. On pourrait même faire un autre podcast où on parle de business model Ah ouais. et justement de processus de développement et tout ça. Je pense que vous êtes à un stade, en tout cas, qui est super intéressant parce que vous avez reçu
relativement peu de financement et le potentiel est vraiment énorme. Et c'est l'argent qui va vous permettre en fait, d'accélérer le développement parce que ça vous permettra de recruter des collaborateurs, des personnes qui vont mettre du contenu Mhm. sur la plateforme, et ainsi de C'est suite. ça, exactement. Là, pour le coup, c'est exactement ce que tu dis. Ce qui fait défaut, entre guillemets, pour l'instant, que ce soit en termes de compétences, mais aussi en termes d'entreprise et comment on dit, euh, j'ai perdu le terme, mais c'est vraiment d'engager des gens, quoi. Parce que pour l'instant, on n'est que deux, c'est moi et Julien, mais on a besoin d'une équipe, quoi. Comme tu dis, recruter des gens qui sont plus compétents que nous dans des domaines précis, potentiellement des développeurs en interne, avoir une équipe, quoi. Parce que là, tout reposer sur nous deux, ça devient fatigant un petit peu. Oui, justement, à propos de fatigue et de quantité de travail et d'énergie que vous mettez dans le projet, on sort un peu du cadre entrepreneurial, mais quoique c'est pas vrai, on y reste aussi. Est-ce que toi, Julien, vous avez des rituels, des façons pour garder l'énergie, pour continuer à mener à bien votre projet, pour être motivé tous les jours Ouais, voilà, on n'a pas de rituel. Maintenant, on s'est rendu compte quand même que ça devenait beaucoup, beaucoup. En général, on est ici à Transforma vers 10h, 10h30, et on part vers 19h, 19h30. Donc c'est quand même beaucoup de travail, c'est tous les jours. Et puis, la vie d'entrepreneur, ton téléphone, il s'arrête pas à 19h, quoi. Donc, tu reçois des mails. Avant, on travaillait le samedi aussi, maintenant, on a arrêté. Mais donc effectivement, on n'a pas de rituel, mais on s'efforce de prendre des pauses potentiellement un peu plus longues qu'avant, de s'arrêter de temps en temps, d'aller boire un café, d'aller marcher. Bon, maintenant il fait un peu moche, donc c'est un peu chiant, mais à l'époque on sortait un petit peu, on allait marcher. Euh, mais ça devient de plus en plus lourd, effectivement. La charge de travail et les phases de down sont difficiles à gérer parce que quand tu n'es que deux, il n'y a pas une personne en plus qui peut venir avec son originalité, venir avec des idées, des nouvelles. Et donc parfois on a des phases tunnels où on est vraiment dans une mauvaise phase et ça dure assez longtemps, quoi. Enfin, quand je dis assez longtemps, c'est pas un mois, mais ça dure quelques jours où tu n'es vraiment pas bien et tu te dis, parce que ça c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est 9 choses qui fonctionnent pas pour une qui fonctionne très bien, Mhm. quoi. Et donc tu tentes, tu tentes, tu tentes. Et au début, c'est cool parce que tu as plein de motivation, mais à un moment donné, tu tentes tellement de choses que tu étais fatigué de tenter. Et tu Mhm. te dis, mais par exemple, on fait c'est bête, hein, mais on fait des vidéos TikTok, on fait des campagnes Facebook, on fait des trucs, on dit, mais là, ils vont catcher, ils vont comprendre. Et en fait, ils comprennent pas. Et c'est pas de leur faute. Quand je dis ça, je dis notre audience, mais c'est nous qui ne sommes pas assez bons, quoi. Et donc, on a une action qui est bonne et on mise tout là-dessus et on recharge les batteries quand ça fonctionne pour 9 qui fonctionnent pas, quoi. Mais c'est comme ça, il faut faire avec, Moi, quoi. j'ai regardé quelques-unes des vidéos que vous avez fait et c'est vraiment top. C'est chouette. Après, Merci. non, c'est vraiment très très bien fait. Le contenu est très intéressant. Tu as mentionné tout à l'heure la vidéo Sur sur la la voix. voix. Je pense que c'était vraiment bien fait, que ce soit le contenu ou la réalisation. Par contre, après, ça prend du temps justement de diffuser cela. On est tellement bombardé de contenu que c'est compliqué. Après, si tu veux vraiment avoir un impact et atteindre une grande audience, il faut faire de Mhm. la publicité sur les réseaux sociaux, YouTube, ainsi de suite. Et ça coûte de l'argent. C'est Et ça. après, c'est un cercle vicieux. Mhm. Exactement. C'est ce qu'on fait. On a étendu à tous nos réseaux maintenant, donc dans les phases de sessions d'examen et dans les phases importantes pour nous. Comme tu dis, avant on était juste sur Meta, donc Facebook, Instagram. Maintenant on a élargi à Snapchat, TikTok, YouTube, Google. Et donc quand on lance vraiment une phase de promotion, on voit tous mes potes me disent mais j'arrête pas de voir ta tête sur YouTube, sur TikTok et tout. C'est aussi un truc qu'il faut accepter parce que moi, j'ai pas de souci avec le fait de montrer ma tête et c'est pas me mettre en avant, mais euh, se créer une image de marque, entre guillemets, le personal branding, ça devient hyper important, je pense, parce qu'on n'identifie plus Apple, c'était Steve Jobs, on n'identifie plus Tesla, c'était Elon Musk, et ceux qui ont lancé ça, et maintenant, même au niveau belge, toutes les petites startups et les grosses scale-up, ben, on connaît le fondateur en fait, alors qu'avant dans les entreprises on connaissait pas les fondateurs. Maintenant on les connaît et leur image est très importante, la façon dont ils écrivent, dont ils partagent leur histoire est très importante. Donc je pense que il faut qu'un des deux se mette en avant un minimum, quoi. Bah, je vais terminer avec une question qu'on pose à beaucoup de nos entrepreneurs, de nos invités. Combien je gagne? Ah, non, bah, si tu veux le dire, on est dans un channel libre donc, C'est vrai. d'expression.
Mais non, bon, tu es un entrepreneur très jeune, allez, pas très jeune, jeune. Mais est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune entrepreneur ou un jeune étudiant, comme tu l'étais à l'époque, qui veut se lancer dans un projet entrepreneurial? Alors moi, c'est le même conseil que je donne tout le temps à tout le monde, c'est d'arrêter de dire qu'il faut se lancer, enfin qu'il va se lancer ou dire cette phrase. Non, non, mais j'en parle pas tant que c'est pas concret. Non, non, vas-y, parle-en parce que ce n'est que la première étape d'en parler. Tu verras qu'il y a plein de choses à régler avant que tu, parce que on idéalise notre idée, notre projet. Il faut vraiment se lancer, arrêter de dire qu'on va se lancer. Donc pas hésiter, se lancer au plus vite, se casser la figure et réagir directement parce que j'ai beaucoup de potes qui disent qu'ils ont des projets plein la tête, mais c'est sûr que, enfin, c'est très rarement la première idée qui fonctionne. Donc il faut y aller, il faut aller au plus vite. J'aurais aimé lancer beaucoup plus vite que ce que j'ai lancé, même si c'était déjà assez jeune. Mais quand je vois la nouvelle génération, entre guillemets, parce que moi j'ai 27 ans, il y a des gens de 16 ans, 15 ans qui lancent des trucs incroyables parce que comme tu disais, avec l'e-commerce, etc., tu peux lancer une plateforme, peu importe ton âge, etc. Il y a des gens super vifs qui le font à 15-16 ans, même encore plus jeunes, et ils n'ont pas hésité, quoi. Donc pas hésiter, se lancer. En plus, c'est le meilleur moment pour se lancer parce que tes coûts de vie sont les plus bas. Exactement. Parce qu'après, tu commences à réfléchir. Mon loyer est de temps, si tu as des enfants, ben, il te coûte tant, et ainsi de suite. Et la prise de risque devient beaucoup plus payante, beaucoup plus chère quelque part. Exactement. Ouais, et ça, je l'ai remarqué parce que je vivais chez mes parents. Et donc, c'était le bonheur, quoi. J'avais reçu un peu d'argent, j'avais créé mon entreprise et j'étais chez mes parents. Maintenant, je suis marié, je vis avec ma femme. Donc, comme tu dis, il y a un loyer à penser. Le risque est beaucoup plus grand. Elle, bon, ça devient personnel, mais elle, par exemple, elle aimerait bien faire une petite reconversion. Ben, c'est difficile parce que si elle fait une reconversion, ben, elle va toucher beaucoup moins. Et donc, moi, ben, voilà, elle se retient de le faire, quoi, parce que voilà, on n'y arriverait pas. Et effectivement, à 15-16 ans, tu t'en fous. Tu t'en fous, t'es encore en secondaire, t'as tout le temps, quoi. Donc voilà. C'était très agréable, Antoine, de Pareil. t'avoir. Ouais. C'est vraiment une très chouette proposition de valeur. Euh, Moi, personnellement, je pense que vous allez réussir parce que non seulement l'idée est très bonne, la mise en place est très bonne, mais aussi vous avez l'énergie et la vision, justement. Et il faut oser, il faut être audacieux dans ce monde et vraiment penser au monde, pas Exactement. seulement, on va dire, à la Belgique ou au monde francophone. Mais tout ça, ça viendra au bon moment. Merci beaucoup, Antoine. Un grand merci à vous.